Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Michel Bussy, et on va parler de son plus récent roman, Le temps est assassin. Justement, avant d'aller en pause, on en a brièvement parlé. Ça se passe en Corse et c'est un roman qui est en deux temps. Alors, ça se passe en 1989 où Clotilde, son frère Nicolas, sa mère Palma et son papa Paul vont malheureusement mourir dans un accident de voiture. Et là, Clotilde va se retrouver orpheline. Et on a l'autre partie où Clotilde est en 2016 et elle revient 27 ans plus tard à l'endroit où a eu lieu l'accident, là, en compagnie de son mari Franck et de sa fille Valentine. C'est ça. Oui, c'est ça, hein? Tout à fait ça, voilà. Et justement, elle va tenter de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne seront pas contents de cette petite enquête que va mener Clotilde, là. Oui, les gens ne seront pas contents, surtout que très vite, alors je ne sais pas si je dois dévoiler, on peut dévoiler le début, elle va recevoir une lettre de sa mère et une lettre manuscrite qui semble n'avoir pu être écrite que depuis quelques jours. Donc elle va progressivement se persuader que sa mère n'est pas morte et elle va avoir beaucoup d'indices qui lui laissent penser que sa mère n'est pas morte et tente de la contacter. Et évidemment, tout le monde va la prendre pour folle, son mari, sa fille et les policiers qu'elle va essayer de contacter. Et donc elle va devoir mener cette enquête toute seule et contre tous. De plus en plus persuadée que sa mère n'est pas morte, alors qu'elle l'a vu pourtant mourir devant ses yeux 27 ans plus tôt. Et en parallèle, on va suivre le journal intime de Clotilde quand elle avait 15 ans, cet été 1989. Et évidemment, dans ce journal de Clotilde, il y a sans doute, quand elle avait 15 ans, elle n'a pas vu des choses qui devaient être le drame qui allait se jouer devant ses yeux lors de cet accident. Et ce qu'on découvre, c'est que ce journal-là, elle ne l'a plus, Clotilde. Il y a quelqu'un qui le lit. Oui, on ne sait pas qui le lit. Et on se demande qui est cette personne-là. Oui, on peut se poser beaucoup de questions parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de lire le journal de Clotilde, qu'elle a perdu 27 ans plus tôt. Et puis, on peut se demander, voilà, ce que Clotilde a vraiment vu. Est-ce que c'est vraiment Clotilde qui a écrit ce journal? Enfin, voilà, est-ce que Clotilde dit la vérité dans ce journal? Et puis, évidemment, Clotilde, quand elle a 42 ans, elle ne se souvient plus exactement de ce qu'il y avait dans ce journal. Et elle a des souvenirs quand elle avait 15 ans, mais pas tout. Alors qu'évidemment, dans ce journal, on a très précisément ce que Clotilde faisait pendant ce mois d'août 89. Et elle rencontre des gens qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, les gens de son passé, là, qui vont l'aider un peu dans son enquête, mais qui vont aussi la chambouler, puis elle va comprendre des trucs sur son passé. Oui, ce que je voulais faire dans ce roman, c'est un aller-retour complet entre une bande d'adolescents qui a entre 15 et 18 ans en 89, et puis tous ces gens-là, ce qu'ils sont devenus presque 30 ans plus tard. Et donc, certains ont accompli leurs rêves, d'autres sont devenus aigris parce que ils ne sont pas mariés avec la bonne personne, ou ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient envie. Ceux qui étaient beaux ne sont pas devenus forcément beaux, etc. Donc, on passe en permanence dans ces jeux de miroir entre l'adolescence et l'âge adulte, et avec le regard de Clotilde sur tout ça. Donc Clotilde avait son amour de jeunesse qu'elle va retrouver, il y a les jalousies, il y a beaucoup de choses, et c'est vraiment un roman qui est, j'espère, très nostalgique, très mélancolique, parce qu'au-delà du suspense, il y a ce regard sur quand on a 40 ans, qu'est-ce qu'on a fait de ses rêves d'adolescent. Et la relation aussi avec les grands-parents de Clotilde qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, là. Oui, il y a 3 générations, puisqu'il y a la génération des grands-parents, on va dire, et de sa mère, de ses parents qui sont décédés, mais qui aussi sont la 3e génération. Et du coup, c'est la Corse derrière, puisque ses grands-parents sont corses, hein, son père était corse, et du coup, elle revient aussi pour la première fois sur ce terrain de la Corse, et elle va voir qu'il y a des secrets, son père n'était pas forcément la personne qu'elle pensait, et donc petit à petit elle va essayer de percer les secrets qui sont liés à sa famille du côté corse. Et Clotilde est maintenant avocate aussi, c'est ce qui va l'aider un peu dans son travail d'enquête, là. Oui, je voulais que Clotilde, c'est une adolescente qui est un peu rebelle, qui est un peu gothique quand elle a 15 ans, et puis elle se trouve, elle est petite, donc elle se trouve pas belle, les garçons s'intéressent pas à elle. Et puis quand elle a 42 ans, c'est une femme ordinaire, mais qui est sûre de sa séduction, qui est bien dans sa peau, et qui est prête à se battre, mais par contre qui se pose plein de questions sur son couple, sur sa vie, mais qui va se battre et qui est prête à tout pour évidemment connaître la vérité. Et puis elle a aussi évidemment à exorciser un peu son adolescence, sa relation avec
sa mère qui était compliquée et du coup qui s'est terminée en drame. Et donc, il y a évidemment toute cette introspection dans Clotilde, qui est, je pense, une héroïne très, très battante, très positive, dans laquelle, je pense, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître, à la fois comme ado et à la fois comme femme de 40 ans, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans la relation avec sa propre fille, avec sa mère, avec son mari, avec ses amours fantasmés de l'adolescence, enfin plein de questions, voilà. Et vous nous tenez en haleine du début jusqu'à la fin, parce que tout au long de l'ouvrage, on se dit « Ah, ça doit être lui qui a fait ça » ou « Ça doit être lui qui a fait ça », puis finalement, on est surpris, c'est pas cette personne-là. Est-ce que ça a été difficile, justement, à bien ficeler le roman pour nous tenir en haleine comme ça du début jusqu'à la fin? Bah oui, c'est forcément le plus difficile, mais c'est la promesse pour le lecteur, c'est de faire un roman qui ne soit pas seulement... il y a un pitch de départ, voilà, la mère est morte, et puis elle revient quand même chatouiller les pieds de sa fille. Il faut déjà avoir une fin qui tient la route, et puis en permanence, voilà, avoir des fausses pistes qui font qu'à la fin, le lecteur se dise « Waouh, oui, je n'avais pas vu qui était le coupable, je n'avais pas pensé que ça pouvait être lui, ça ne vous pas pensé que ça pouvait être cette explication. » Donc oui, il y a beaucoup de travail et on se pose plein de questions pour vraiment tromper le lecteur, le manipuler, l'envoyer dans les fausses pistes. Donc il y a un double niveau de lecture. Il y a l'écriture de tout ce qui est suspense, fausses pistes, surprise. Et puis il y a ce qu'on disait aussi, tout ce qui peut être du domaine de la psychologie des personnages. Donc moi, j'espère que dans mes romans, il y a les deux aspects. On a de l'empathie pour l'héroïne, on se pose des questions sur sa propre vie de couple, sa propre adolescence, sur sa propre nostalgie, parce que on parle de ça. Et puis, il y a ce suspense. Donc, je trouve que le roman idéal, c'est quand on a envie de tourner les pages très vite pour savoir la suite. Et puis, d'un autre côté, on a envie de traîner sur les pages parce qu'on a envie de savourer un peu les phrases. On a envie de poser le livre pour penser un petit peu à soi. Donc, j'aime bien mettre les lecteurs dans ce dilemme-là, c'est-à-dire d'avoir envie de tourner très vite, et puis d'un autre côté, de savourer le livre tranquillement, se disant, bah voilà, j'ai pas envie de le lire trop vite, comme quand on a un plat qui est très bon, bah voilà, on a envie de le manger très vite, ou au contraire, on a envie de le savourer. Est-ce que vous connaissez la fin dès le départ de l'écriture? Ah oui, toujours. Oui. Ah, je commence toujours, c'est-à-dire quand j'ai mon idée de départ, comme là, effectivement, la mort des parents dans un accident de voiture, et le fait qu'elle va recevoir une lettre de sa mère, une lettre d'outre-tombe, mais je sais évidemment quelle est la solution. Je sais évidemment si la maman est morte ou pas morte, et je sais exactement qui envoie la lettre et ce qui se passe. Ah oui, sinon je peux pas commencer mon roman. Tout le roman est construit pour amener la fin de façon vraisemblable. Est-ce que vous utilisez des plans pour l'écriture? Ouais, mais j'ai beaucoup dans la tête. Je passe beaucoup de temps à penser mon récit dans ma tête. Et après, oui, je mets tout sur ordinateur. Mais globalement, j'aurais presque pas besoin parce qu'à un moment donné, on est tellement dans l'histoire que l'histoire, je la mémorise presque intégralement dans la tête. Mais bon, c'est vrai que l'ordinateur et les mots qui sont écrits permettent d'assurer le coup en quelque sorte. Mais bon, je pense que presque j'aurais pas besoin d'avoir des notes. Avez-vous un endroit de prédilection pour écrire? Non, c'est vraiment partout. Ça peut être dans le train avec maintenant un ordinateur portable, dans le train, dans un bar, chez moi. Non, un peu partout, ouais. Est-ce que c'est dans le silence ou ça prend de la musique? Généralement, je mets un petit peu de musique, mais très vite, on l'oublie. Et alors, la radio passe en boucle, ou le CD passe en boucle, ou s'arrête, et puis on s'en aperçoit pas parce que, on est parti pour écrire pendant 4 heures, et en fait, au bout d'un quart d'heure, on s'aperçoit même plus qu'il y avait de la musique, ou qu'il n'y en a plus, quoi. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est qu'en 2013, vous êtes devenu le 8e auteur français à le vendre le plus grand nombre de livres. En 2014, 5e place, et là, en 2015, 3e place. C'est impressionnant, là, quand même. Ouais, le 3e meilleur vendeur en France, là. C'est quand même assez prestigieux, là. Ouais, Dernière Busson et Lévy. Ouais. Mais ce qui est très émouvant pour moi, ce qui était très émouvant, c'est de rentrer dans ces lecteurs, dans ces écrivains qui sont parmi les écrivains entre guillemets préférés des Français, alors qu'on soit dans les 10, les 20, je sais pas. C'était juste qu'à un moment donné, je m'y attendais pas à un moment donné d'être dans les noms que les gens en France vont connaître parce que ce sont des écrivains connus, connus et donc dont les lecteurs aiment bien les romans. Donc ça, c'était extraordinaire parce que moi, j'étais un lecteur de Anna Gavalda, je sais pas, Maxime Chatham, Pierre Lemaitre, enfin de tas d'auteurs Amélie Nothomb ou d'autres qui étaient dans ces auteurs très connus, et mon nom arrivait dans ces auteurs très connus en France. Donc ça, c'était extraordinaire. Après, que je sois 3e, 2e, 5e, c'est pas un concours, et les auteurs se connaissent un peu et ils sont pas là à regarder leurs chiffres. C'est pas les Jeux Olympiques, 3, là, quand même. Mais ce qui est flatteur, c'est
c'est que les romans soient appréciés des Français et que finalement de devenir un écrivain aimé des Français. Ça c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai l'impression d'être à la place des auteurs que moi j'adorais quand j'étais jeune. Ça c'est presque incroyable pour moi. Mais après voilà, c'est pas les Jeux Olympiques et on ne cherche pas d'avoir la médaille. Là j'aurai la médaille de bronze, il faut que j'ai la médaille d'or. Non, ça c'est un peu idiot parce que selon les livres qu'on publie, selon si on publie en septembre ou avant l'été, on va vendre plus ou moins de livres et moi je veux pas rentrer dans quelque chose qui est voilà, je veux, si je suis troisième, faut surtout pas que je repasse quatrième. Ou voilà. Non, ça c'est voilà. Par contre, le fait de savoir que je suis un écrivain que les Français aiment bien et dont ils attendent les romans, ça c'est extraordinaire, c'est vrai. Et je disais numéro 1 dans votre genre à vous, là. Oui, parce que c'est vrai que alors. Peut-être parce que moi, j'écris des romans où, comme je disais, il y a à la fois c'est des romans à suspense avec une dimension policière, mais il n'y a pas de tueur en série, il n'y a pas d'enfants prisonniers dans des caves, il n'y a pas d'enlèvement de gamins, il n'y a pas tout ça. Donc du coup, c'est des romans que les gens qui n'aiment pas les romans policiers, ou pas trop, parce que souvent ils n'aiment pas trop le sang et tout ça, aiment bien parce qu'il y a la dimension suspense sans avoir cette dimension... Enfin, mon suspense, il n'est pas parce qu'on est en train d'essayer de tuer un enfant ou parce qu'il faut empêcher un tueur en série d'égorger une 5e femme. Bon, il n'y a pas du tout ça dans mes romans. C'est juste des histoires de famille, de secrets, de mensonges. Et du coup, c'est ce qui fait que tout le monde peut lire ça, qu'on soit ado, qu'on soit dans sa maison de retraite, on peut trouver de l'intérêt à lire mes livres. Donc je pense que c'est aussi ce qui plaît dans mes romans, c'est-à-dire qu'on va avoir une bonne histoire. Comme on va un peu au cinéma pour dire on va avoir une bonne histoire, dans mes romans, je pense qu'on va trouver une bonne histoire et on va être emporté par l'histoire. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et dans les salons du livre, est-ce que vous le voyez justement, les différentes générations qui viennent vous voir, vous rencontrer? C'est ça qui est, parce que mon succès est né vraiment du bouche-oreille, entre les familles, les collègues de travail qui parlaient de mes livres et qui se l'offraient. C'est comme ça que mon succès s'est construit. Et donc oui, je vois beaucoup de mères qui viennent avec leurs filles, de collègues, etc., de gens qui l'offrent en cadeau. Et je vois bien qu'il y a un côté partage assez extraordinaire aussi. C'est le fait les gens parlent de mes livres et par exemple, je sais pas, la mère l'offre à sa fille, lui dit « Ah, t'en es à quelle page 150 ? À ton avis, est-ce que la mère, elle est morte ou pas ?» Voilà. Il y a ce petit côté où on aime bien parler de ces livres à suspense parce que on a apprécié, donc on a hâte que l'autre termine pour en parler. Ça, c'est vrai que c'est sympa pour un écrivain parce qu'il y a cet échange-là. Ouais. Si vous me permettez, M. Bussy, on s'arrête et au retour, on va parler de votre coup de cœur littéraire. D'accord.